Ce que nous avions dit, c'est que ça devait se faire au moment où le réseau serait complété. Le réseau va être complété dans 2 ans. La pleine indexation va être en place à ce moment-là. Et je crois que c'est raisonnable. Ça stabilise le financement de nos services de garde. Qu'on a un Parti québécois qui utilise la même vieille recette que le Parti libéral, c'est-à-dire quand on est mal pris, on augmente les tarifs, on augmente les taxes. Mme Marois avait promis d'abolir la taxe santé. Elle ne l'a pas fait, en tout cas pas pour ceux qui gagnent plus de 18 000 par année. Au lieu de frapper les jeunes familles, et particulièrement les familles à faible revenu, il aurait fallu plutôt se limiter à annoncer une indexation annuelle. C'est nous la position qu'on préconise. Et la leçon de ça, c'est que les gels ont toujours ce genre de conséquences-là. Vous savez que le gouvernement précédent a adopté une politique d'indexation pour tous les tarifs gouvernementaux. Les garderies avaient été laissées de côté. Nous, on proposait et on propose de toute façon de revenir à l'indexation pour minimiser le choc sur les familles. Alors, vous le voyez, c'est évidemment ce qui fait la manchette, l'augmentation du tarif des garderies qui était gelé, je vous le rappelle, depuis 7 ans maintenant. Pour parler de ce budget, qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment la table est mise pour cette campagne électorale? Michel David, chroniqueur au Devoir, et Luc Godbout, fiscaliste, professeur en politique fiscale à l'Université de Sherbrooke. Messieurs, bonsoir. 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 Je commence avec vous, Luc. D'un point de vue économique, si on se place du point de vue du contribuable, il y a les garderies, ça c'est un coût à absorber. Et puis, quoi d'autre? Rien d'autre. Dans le fond, il n'y a pas de changement à la fiscalité, il n'y a pas de bonbons avec des mesures fiscales préférentielles, il n'y a pas d'augmentation d'impôts ou de taxes. Il y a effectivement le rajustement de la contribution pour les services de garde à contribution réduite. Vous savez, dans le fond, ça a été augmenté au 1er janvier 2004. Ils vont réaugmenter en septembre 2014. Donc, c'est sûr que si on gèle un tarif, ça fait en sorte que par la suite, quand on veut l'augmenter, l'augmentation est plus brutale. Ça avait été de 5 Ça avait été de 5 de 98 jusqu'à 2004. Par la suite, 7. Là, maintenant, on passe à 8 au 1er septembre. On va passer à 9 par la suite en 2015. Et par la suite, on va l'indexer. On va l'indexer aux revenus disponibles. C'est la même indexation que subiront les droits de scolarité. Donc, services de garde à contribution réduite et droits de scolarité augmenteront au même rythme annuellement par la suite. Donc, le temps des gels des tarifs est révolu, là. Tout à fait. Mais vous savez, si en 2004, lorsqu'on avait fait passer le tarif à 5 à 7 la ministre à l'époque, Monique Jérôme-Forget, avait indexé, on serait rendu à 9 maintenant et les gens se seraient habitués parce que les augmentations auraient été annuelles. C'est sûr que si on gèle, le choc fait toujours plus mal et c'est ce qu'on vient d'éviter en disant qu'à partir de 2016, à chaque année, on va l'augmenter en fonction de l'augmentation du revenu disponible des ménages. Michel David, qu'est-ce que ce budget qui est mort-né puisqu'il ne sera jamais voté. Il n'y aura pas de vote, quoique l'opposition aurait voté contre. Mais qu'est-ce que ce budget vient changer dans le paysage préélectoral, justement? Bien, la mesure, évidemment, qui est la plus discutée, c'est l'augmentation des tarifs en garderie. Il y aura un prix, sans doute, à payer, mais du même coup, Mme Marois donne un bel exemple de la détermination qu'elle prétend avoir à contrôler les dépenses. C'est lourdement symbolique, cette augmentation-là. Mme Marois est la mère là, du réseau des CPE et qu'elle décide aujourd'hui d'augmenter le tarif, je pense qu'il y a un message clair là-dedans. Maintenant, au-delà de ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner, en fait, dans la vraie vie, la compression des dépenses qui est annoncée. Parce que, par exemple, quand on parle de limiter à 3 les dépenses de santé, il est clair que ça va faire mal quelque part. Je suis convaincu que pendant la campagne électorale, les partis d'opposition vont talonner le gouvernement pour lui demander et le forcer à se commettre sur identifier de façon précise les coupures, pas juste en santé, d'ailleurs, dans toutes sortes de choses, mais je doute qu'on le sache avant la fin de la campagne. Mais pour la campagne, ça positionne Mme Marois très certainement. Ça donne de la cohérence à ses prétentions de bien contrôler les dépenses. Luc Godbout, précisément sur cette question-là, plusieurs remettront en question le réalisme de tout ça. On demande au réseau de la santé de ne croître que de 3 alors qu'il le fait en moyenne de presque 5 des 10 dernières années, et parfois beaucoup plus, d'ailleurs. Est-ce que c'est réaliste, en 2 mots? Bien, c'est sûr que ça va grincer parce que pour donner 3 à la santé,
et augmenter de manière globale les dépenses du gouvernement de seulement 2 ça veut dire que si on enlève la santé et l'éducation, l'ensemble des autres ministères vont voir leur budget de dépenses diminuer l'année prochaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, puisque les salaires augmentent, si le budget global diminue des autres ministères, ça veut dire des compressions réelles. Et même en santé, pour maintenir la même offre de services en limitant la croissance à 3 ça sera extrêmement difficile. Et tout ça se fait dans un contexte où on n'a pas de marge de manœuvre parce qu'on pour retrouver l'équilibre budgétaire en 15-16, il nous reste encore un demi-milliard à identifier sans aucune réserve pour prudence disponible. Donc, le mot serré est même pas assez fort, là. Mais le ministre marche sur un fil de fer, c'est sûr, là. Bon. Michel, guidez-nous un peu au cours des prochains jours. Est-ce qu'elle pourrait se dire, bien, dans le fond, partons un peu plus tôt la semaine prochaine, où on s'entend que ça va être autour du 11 mars? J'ai plutôt l'impression que ça va être autour du 11 mars. Je pense que Mme Marois a intérêt à laisser retomber la poussière du budget le plus longtemps possible. Il n'y a aucun bénéfice électoral là, à tirer de ce budget-là. Il est presque mieux qu'on l'oublie et qu'on ait le temps de passer à autre chose d'ici le début de la campagne. Mais on va y revenir de toute manière. C'est incontournable, la question budgétaire. Mais là, Mme Marois ayant elle-même bien annoncé ses couleurs, je pense que c'est M. Couillard qui va être le plus mal pris. M. Couillard devra présenter un cadre budgétaire. Jusqu'à présent, on ne sait rien. Il nous parle d'un échéancier variable selon les chiffres qu'il trouvera si jamais il arrive au pouvoir. On n'a aucune idée de la façon dont il voudrait atteindre le déficit zéro. Alors, le fardeau de la preuve, si je peux dire, retombe sur lui. Dans le cas de la CAQ, on verra le détail là, des compressions et des réductions de dépenses publiques qu'ils entendent faire, mais c'est assez clair. Eux, ils entendent prendre les moyens, si drastiques soient-ils, pour atteindre le déficit zéro dès l'an prochain. M. Couillard nous disait en entrevue tout à l'heure qu'il entendait déposer rapidement un cadre financier. On verra. On verra. Donc, Michel David, merci. Luc Godbout, les grandes esquisses de ce budget, deuxième budget, je répète aux gens qui n'est pas comme les autres puisqu'il est à peu près mort-né, mais il sera représenté si jamais le gouvernement du Parti québécois est réélu et reporté au pouvoir. Messieurs, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.